Bonjour, nous sommes ce soir en compagnie d'Étienne Chouard. Étienne Chouard, donc, qui est un citoyen engagé depuis de nombreuses années, mais qui est connu du grand public depuis 2005. Donc, bonsoir Étienne Chouard. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer l'origine un petit peu de votre combat au niveau médiatique, c'est-à-dire en 2005, comment vous êtes fait connaître et pour quelle cause? Alors, pour aller vite, en 2005, les grands médias ne défendaient que le oui et maltraitaient l'option non à la réponse au référendum. Et dans la vie normale, les gens parlaient du non, parlaient des arguments du non, surtout à partir du moment où Fabius a défendu cette idée publiquement. Les gens se sont mis à parler du non et beaucoup, et avec beaucoup d'arguments, et c'était pas du tout relayé. De fil en aiguille, pour des raisons sans importance, finalement, si je dois résumer, j'en suis venu à écrire un texte qui a beaucoup circulé sur Internet. Je savais pas du tout que ça allait se passer comme ça, mais c'est marrant, pour convaincre mon père qui était un ouiste acharné, et ensuite pour convaincre mes collègues professeurs, j'ai produit une espèce de synthèse de ce que j'avais à reprocher de plus grave dans l'ensemble de ce qu'il y avait à dire sur l'Union européenne. Il y avait beaucoup à dire. J'ai retenu 5 points qui me paraissaient gravissimes, et en les argumentant solidement, en tout cas de mon point de vue. Et j'ai fait un document d'une dizaine de pages, avec une dizaine de pages de notes qui étayaient ce que je disais, et puis que j'ai mis sur mon site en appelant les gens c'était pas un blog, c'était pas un forum, c'était pas interactif, en les appelant à m'aider à affiner le texte, en me disant si je me trompais à quel endroit. Et probablement ce ton, cette recherche d'une vérité que je connaissais pas, probablement, je vois ça comme une partie de l'explication, ont fait que les gens se sont en manque dans les médias d'arguments correctement développés à propos du non, se sont emparés de ce texte-là et l'ont fait circuler de façon étonnante. C'est répandu comme une traînée de poudre. Pas seulement en France, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres pays francophones. J'ai reçu des mails du pôle Nord, d'Amérique du Sud, d'un peu partout dans le monde, en fait. Bon, bien sûr, surtout de France. J'ai reçu 12 000 mails en 2 mois, ce qui est proprement inhumain. Et ça, c'est à ce moment-là qu'il y a un ressort qui s'est tendu en moi, parce que, en fait, quand les gens comptent sur vous, ça vous donne des forces pour faire des choses que vous n'auriez pas fait sans ça. Et à l'inverse, quand des gens vous maltraitent, vous calomnient, disent du mal de vous, ça tend encore le ressort par une mécanique à double sens, ça le tend aussi pour montrer que vous n'êtes pas nul. Et si j'en parle, c'est pas du tout pour mon cas personnel qui ne présente pas d'intérêt, mais c'est parce que c'est un exemple de ce que les institutions athéniennes savaient bien faire. De bonnes institutions joueraient avec cette appétence que nous avons au regard des autres. Nous avons besoin du regard des autres pour nous donner du mal, et la plupart d'entre nous n'avons pas besoin d'argent pour ça, c'est-à-dire qu'il suffit que les gens soient contents de ce qu'on ait fait pour être remerciés et satisfaits de ce qu'on a fait. Et de bonnes institutions devraient compter là-dessus, compter sur le déshonneur de ceux qui ont mal fait et l'honneur pour ceux qui ont bien fait, parce que ça marche très bien, ça donne beaucoup d'énergie. Et moi je vois bien que ce qui me donne de la force, ce qui fait que je me donne du mal depuis 6 ans, c'est bien le regard des autres. Le regard des autres qui compte sur moi et le regard des autres qui me considèrent comme un diable. Alors donc depuis je travaille comme une brute, je travaille comme un fou, je lis énormément, je travaille j'ai l'impression d'avoir débusqué une idée majeure pour nous protéger tous contre les injustices sociales. Donc c'est pas rien, c'est très immodeste de dire ça, mais c'est pour ça que je me donne du mal, c'est que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose de formidable. Et donc j'essaye de résister aux abus de pouvoir, et d'y résister non pas en comptant sur un homme providentiel ou sur la vertu de certains acteurs, ou en nous protégeant des vices supposés d'autres acteurs. Je compte pas du tout là-dessus, je compte sur de bonnes institutions qui me paraissent être un angle d'attaque
de la vertu en politique qui est complètement négligée. Mais je pense que ça vient de nous. C'est parce que nous, les citoyens, enfin non pas les citoyens, il n'y a pas de citoyens, il y a très peu de citoyens. Nous sommes électeurs. C'est-à-dire que nous sommes hétéronomes. Nous subissons la loi écrite par d'autres. Un citoyen écrit lui-même sa loi. Un citoyen vote lui-même les lois auxquelles il consent à obéir. Et donc nous ne sommes pas citoyens, nous ne sommes que des électeurs. Et je pense que ça vient, c'est de notre faute. C'est parce que nous, électeurs, nous avons renoncé à nous occuper, à exiger et à protéger un processus constituant digne de ce nom, honnête, sans conflit d'intérêts, sans aucun professionnel de la politique. C'est parce que nous avons renoncé à ça que toutes les constitutions du monde et dans tous les pays programment notre impuissance politique. Comme disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et qui ne font rien. Voilà, absolument. Je voudrais également parler du fait que, donc, avant cet engagement citoyen que vous avez eu, vous étiez également professeur d'économie. Et donc vous avez fait une sorte de travail, on peut dire, d'expertise sur la dette publique. Alors je reviens également sur votre travail par rapport à la Constitution européenne. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous avez été autant écouté, c'est que vous ne représentez aucune association, aucun parti, vous n'avez rien à vendre en fait. Et donc c'est pour ça aussi que les gens ont été aussi intéressés par vos expertises. Et donc je souhaiterais que vous développiez très rapidement pour les internautes votre avis sur la dette publique, parce qu'on vit une crise non seulement en France mais dans quasiment tous les pays du monde, et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on en est arrivé là en fait. Développer rapidement, c'est un oxymore. Hein. Donc il va falloir choisir. Pour aller vite, le capitalisme, pour démarrer, au XIXe siècle, a eu besoin de la dette publique. Et le capitalisme, pour survivre, a besoin de la dette publique. Je vous recommande la lecture d'un livre qui vient de sortir, qui a été écrit par Éric Toussaint et Damien Millet, qui sont d'héroïques résistants du CADTM, donc du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui sont des spécialistes donc des dettes odieuses, des dettes illégitimes qui sont imposées aux pays du tiers-monde depuis 20 ans. Enfin, ils résistent depuis 20 ans. Les gens du CADTM, et ils ont écrit une synthèse dans un gros livre, mais absolument passionnant, dans lequel il y a, et c'est pour ça que je vous en parle, un extrait du Capital de Marx, qui traite de la dette publique et qui pourrait être écrit aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Donc je vous recommande chaleureusement la lecture de cet extrait qui est tout à fait édifiant. La dette publique est une vieille affaire, une vieille escroquerie de riches pour voler l'argent à travers l'État, pour se servir de l'État pour voler les pauvres. C'est une vieille affaire qui continue. Et finalement, nous regardions les pays du tiers-monde en disant c'est pas de chance pour eux, mais finalement ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, ça commence à nous concerner et d'une certaine façon, je dirais que c'est quand même bien fait pour nous parce que notre indifférence par rapport au sort des pays du tiers-monde, qui est le sort qui nous attend, nous fait mériter d'une certaine façon ce qui nous attend. Mais ce qui nous attend, c'est la Grèce. Hein. Ne croyez pas que la Grèce... Alors, est-ce que vous pourriez nous parler vite fait de deux exemples, l'Argentine et l'Équateur? Je ne peux pas vous en parler beaucoup, mais l'annulation de la dette unique. Il est tout à fait possible. Alors c'est justement pour ça que moi je ne parle plus de crise, parce que c'est un coup d'État. C'est pas du tout une crise. Une crise est un accident. Là, c'est pas du tout un accident. Tout se passe comme prévu. Je pèse mes mots. Donc nous sommes fous d'accepter de parler de crise dans ce qui est objectivement un coup d'État bancaire, privé, anti-républicain, antidémocratique. Nous devrions être en insurrection. Alors, insurrection pacifique, non violente, on fait comme on veut, mais on devrait s'insurger contre ce qui est un coup d'État. Il ne faut pas parler de crise. C'est absolument pas une crise, c'est pas du tout accidentel. C'est prévu depuis longtemps. Et je peux vous dire qu'à l'occasion de cette convulsion programmée, déclenchée par les banques et leurs agences qui sont leurs complices, à l'occasion de cette convulsion, on va tout perdre. On va perdre tout le programme du Conseil national de la résistance qui était déjà malmené, qui était déjà dans la ligne de mire. Mais le bouquin de Naomi Klein sur la stratégie du choc est un bouquin important pour comprendre leur mode opératoire.
et arrêter de parler de crise. Je veux dire, ce sont des électrochocs administrés par des canailles contre le corps social. Il faut utiliser d'autres mots que les leurs, quoi, hein. Ils nous grugent avec les mots. Donc la dette publique, elle est à partir du moment où on refuse de la traiter comme je vois des débats qui consistent à dire qui va payer la dette. Mais on n'est pas du tout obligé de payer une dette odieuse. Je veux dire, une dette illégitime, une dette qui a été fabriquée de toutes pièces par des complices des banques, élus grâce aux banquiers qui depuis 40 ans votent des budgets en déséquilibre. La dette publique, elle vient d'une boule de neige qui s'est constituée progressivement pendant 40 ans et qui est l'addition de 40 ans, 40 budgets votés en déséquilibre. Et à chaque fois un peu plus en déséquilibre, à chaque fois un peu plus endetté, mais c'est le résultat de décisions politiques votées par vos soi-disant représentants, nos soi-disant représentants. Donc on nous présente aujourd'hui comme une catastrophe imprévue, ce qui est construit sciemment par nos parlementaires depuis 40 ans. On se fout de qui? Je veux dire, on se moque de qui? Donc bon, s'il faut résumer le problème de la dette publique, moi je vais utiliser un gros mot, hein, parce que le mot fascisme est un gros mot. C'est un mot violent qui décrit une période extrêmement brutale de notre histoire, mais qui n'est pas du tout finie. Les méthodes ont changé, elles sont moins brutales en apparence, mais l'objectif du fascisme qui était de mettre l'État à la disposition des plus riches, leur permettant ensuite à ces riches de supprimer les syndicats, de se débarrasser des résistances des salariés pour que, enfin, les salaires puissent être aussi bas que possible, et sans plus aucun contre-pouvoir, ce projet fasciste, il est absolument d'actualité. Les institutions européennes ont été écrites par les mêmes, ont été voulues, financées par les mêmes qui avaient voulu financer Hitler et Mussolini. Donc c'est pas Hitler et Mussolini, c'est autre chose, c'est plus malin, c'est plus soft. Et maintenant ils ont compris que contre un Hitler et Mussolini, les peuples sont capables de se révolter. Ça va être beaucoup plus difficile de se révolter, de s'insurger contre le résultat des élections, contre les résultats de ce que nous avons nous-mêmes voté. C'est beaucoup plus malin, quoi. Hein. Ils progressent, hein. Et nous, on dirait qu'on régresse, on est de plus en plus incultes, on accepte leur langage, leur vocabulaire, on continue à parler de démocratie. On défend le suffrage universel comme si c'était une vache sacrée, alors que c'est le suffrage universel qui, depuis 200 ans, permet aux riches d'acheter le pouvoir politique et de concentrer les pouvoirs. Donc ce sont les mêmes personnes qui, désormais, depuis 200 ans, arrivent à avoir à la fois le pouvoir économique et le pouvoir politique, ce qui s'était jamais vu dans l'histoire des hommes. Et ça, c'est le suffrage universel qui permet d'acheter. C'est cette procédure juridique qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, 100%. Et nous défendons ça comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté, mais on est plus con que la moyenne. Hein. Je veux dire, on est idiot. On se fait berner, quoi. On est très vulnérable au bobard. Hein. Il y a également le rôle des médias qui sont un petit peu une courroie de transmission entre les différents pouvoirs pour un petit peu influer notre pensée. C'est vrai que c'était un petit peu pessimiste ce que vous venez de dire, mais c'est tout à fait réaliste. C'est pas pessimiste, c'est un peu noir, je précise. Il y a quand même des raisons d'espérer, parce que c'est vrai que quand on touche le fond, et je pense qu'on est en train de toucher le fond, il n'y a plus qu'à donner un bon coup de talon et on remonte. Alors c'est peut-être un peu caricatural de dire ça. Le fond, c'est le camp de travail. Hein. Le fond, c'est Auschwitz ou le Goulag. On n'est pas du tout au fond, là. Hein. C'est pour ça qu'on ne réagit pas. Je parle de l'année 2012, dans le sens où nous sommes, d'après certaines analyses, nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale, et pour le coup, là, ce serait vraiment toucher le fond. Voilà, mais là, on n'y est pas encore, voilà. Mais ça va être ça, le fond, ça va être la guerre civile. Donc, parmi les maigres espoirs qui nous restent, on a l'espoir, certains ont l'espoir de mettre en place une constituante en France. Et beaucoup de gens ne savent pas tout simplement ce que c'est qu'une constituante. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? Et également, dans un deuxième temps, parler du tirage au sort de nos représentants. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Et là, j'ai quoi, 1 minute? Vous avez 5 minutes, 10 minutes. Alors, tout citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui aspire à être autonome, à produire lui-même, à participer lui-même directement aux lois auxquelles il consent, tout citoyen devrait savoir et protéger, savoir ce que c'est qu'une constitution, savoir à quoi ça sert, pourquoi c'est très important pour lui, et il devrait la protéger les armes à la main.
à Athènes, les Athéniens étaient des soldats armés, donc armés et entraînés, sachant servir de leurs armes, et qui défendaient leur démocratie. Et c'est pas du tout anodin. C'est pour ça que ça a marché 200 ans. C'est parce qu'il y avait des citoyens, des gens armés. Alors je suis pas du tout militariste, je suis complètement anti-militariste, désarmé. J'ai vécu 50 ans dans cette croyance qu'il fallait désarmer le monde. Et je suis en train de découvrir le détail de l'histoire de nos massacres, du massacre des peuples précisément désarmés. Et je commence à me demander si je ne me suis pas fait enfumer, à me laisser désarmer, alors que Robespierre m'annonçait déjà que c'était folie de garder au sein d'un corps social désarmé, de garder une fraction armée du peuple. C'était pour lui la garantie d'une tyrannie. Et je crois bien qu'il avait raison. Donc une constitution, il faut vraiment comprendre ce que c'est. Pour vivre en société, on a besoin du droit qui nous pacifie en nous soumettant à une règle commune. Ce droit va être écrit par probablement des représentants. Des représentants qui, étant au-dessus de nous et produisant les règles qui vont nous contraindre, ces gens sont à la fois très utiles et très dangereux. C'est comme ça depuis très longtemps, on le sait depuis des milliers d'années. Et on a inventé, et donc il ne s'agit pas de réinventer quelque chose de nouveau, on a inventé depuis des milliers d'années une protection contre ce danger qui est un texte supérieur, donc qui est au-dessus des producteurs de droit, donc au-dessus des parlements, au-dessus des gouvernements, au-dessus des juges, au-dessus des policiers, au-dessus normalement des banques et des médias, au-dessus de ceux qui ont un pouvoir, au-dessus des professionnels de la politique. Il y a un texte supérieur que tout le monde devrait connaître qui s'appelle la Constitution. Mais il faut comprendre que cette Constitution, elle ne sert pas à organiser les pouvoirs, elle sert à affaiblir les pouvoirs. Elle sert à les diviser, les séparer pour nous protéger. Donc la Constitution, nos parlementaires devraient la craindre. Une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'il est complètement idiot d'accepter que cette Constitution soit écrite par ceux-là même qui devraient la craindre. Si ce sont les parlementaires qui écrivent la Constitution, un enfant comprend que le parlementaire, il ne va pas écrire les contre-pouvoirs dont nous avons besoin. Nous, en dessous, nous devrions être protégés par la Constitution. Et nous laissons écrire ce texte protecteur par ceux dont elle devrait nous protéger. Ils vont tricher, et c'est ce qu'ils font partout dans le monde, à toutes les époques. L'impuissance des peuples, partout dans le monde, ne vient pas de la corruption ou du vice de ceux qui écrivent la Constitution, pas du tout. Ça ne vient pas des gens. L'impuissance des peuples, elle vient de l'indifférence des peuples par rapport au processus constituant, et qui disent non, moi la Constitution, j'y connais rien, j'ai du travail, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, et qui disent en général pour les affaires publiques, je laisse des professionnels s'en occuper qui sont mes parlementaires. Si ce parlementaire a envie d'écrire la Constitution, qu'il l'écrive. Et c'est à ce moment-là que ça se joue. C'est à ce moment-là où moi, électeur, je consens à ce qu'un parlementaire écrive la Constitution, un parlementaire ou un ministre ou un De Gaulle, peu importe, ou un Lénine. Lénine a écrit la Constitution, c'est une catastrophe. De Gaulle a écrit la Constitution, De Gaulle et ses amis, et c'est une catastrophe. Mais c'est pas la faute de Gaulle. C'est normal que De Gaulle ait envie d'écrire la Constitution, et c'est pas normal qu'il écrive, c'est pas normal que nous le laissions faire. Nous devrions, chacun d'entre nous, vous êtes concernés individuellement, nous devrions empêcher les hommes au pouvoir, les professionnels de la politique, d'écrire la Constitution. Tout le reste en découle. Je pense que là, on atteint, quand je parle de notre indifférence au processus constituant, je pense que je suis sur la cause des causes. La vraie source pure de notre impuissance politique, elle est là. Et il suffit, donc on a la solution en nous. Il suffit de nous en occuper. Il suffit d'arrêter de nous désintéresser, pas de la Constitution, du processus constituant. C'est-à-dire qui écrit. Il ne suffit pas de voter la Constitution. On va nous faire voter. Ils ont réussi. La Constitution de 58, on l'a votée à 80%. Alors que c'est une Constitution monarchique qui institutionnalise notre impuissance totale. Totale. Et on l'a votée à 80%. Donc le vote ne suffit pas. Ce serait une très mauvaise protection. Donc il nous faut une assemblée constituante
d'où les acteurs professionnels seraient exclus. Il ne faut pas d'homme de parti, ni parlementaire, ni ministre, ni juge, ni banquier, aucun homme de pouvoir. Donc il faut qu'elle soit... Alors, moi, il me semble que le tirage au sort semble être justement ce qu'on cherche pour que ce soit n'importe qui, sauf ceux qui le veulent. Si vous avez une meilleure idée que le tirage au sort, ça m'intéresse, je suis preneur. Hein. Moi, il me semble que ce que nous devrions viser, c'est une procédure, tirage au sort ou autre, qui met à l'écart les gens qui sont en situation de conflit d'intérêts du processus constituant. Et je pense que ce qu'on a dit sur la dette, ce qu'on a dit sur l'Union européenne, c'est complètement lié à cette cause première. C'est notre faute. Et donc je suggère qu'on en parle et que nous soyons rapidement pas des milliers, pas des millions, que nous soyons rapidement des milliards, parce qu'il faut que ce soit dans plein de pays, hein, il faut qu'on le traduise et qu'on... C'est une idée forte et simple, hein, elle peut se répandre comme une traînée de poudre. Par contre, quand vous rentrez chez vous, il ne faut pas que vous rentriez chez vous en vous disant tiens c'est sympa, c'est intéressant ça, et puis que vous en teniez là. Il faut que vous deveniez vous-même le vecteur de cette maladie oligarchique. Le tirage au sort en politique, ça peut être la maladie qui fera tomber le monstre oligarchique, mais à condition qu'il y ait des globules blancs pour transmettre la maladie au monstre. Hein. Donc moi tout seul je ferai rien du tout. Hein. Il suffit de m'assassiner ou de me calomnier et puis voilà, on se débarrasse de moi. Hein. Si on est des milliards, ça va être plus compliqué de se débarrasser de nous. Alors j'ai une dernière question par rapport à une constituante. On entend parfois certaines voix, notamment chez les indignés ou alors au niveau des médias, des personnes comme Jacques Attali, défendre l'idée d'une constituante européenne. Alors qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je conseille aux citoyens, pour se forger une opinion et pour déterminer une conduite, c'est de ne pas se fier à ce que va dire M. Attali, qui est le roi des oligarques. Je veux dire, alors bon, il a ses intérêts, il défend ses intérêts, mais Attali, il défend pas l'intérêt général. Donc, on pourrait peut-être même dire que ce que dit Attali, on a intérêt comme premier fil de conduite, c'est faire le contraire. Donc, je suppose que dit Attali. Je sais qu'une assemblée constituante élue parmi qui? Élus parmi les candidats imposés par les partis, donc des élus qui vont être les mêmes que ceux qui y a à l'Assemblée ou leurs copains. Bon, les mêmes causes produiront les mêmes effets, et si vous élisez une assemblée constituante, vous resterez dans la prison politique que vous avez bien méritée. Si vous défendez l'idée d'une élection d'une assemblée constituante, c'est que je pense que vous n'avez pas compris, mais bon, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais bon, je pense que vous n'avez pas compris la cause de notre impuissance. Si on élit une assemblée constituante, on restera impuissant. Donc il faut arrêter avec le faux suffrage universel qui consiste à désigner des gens parmi lesquels on n'a pas choisi, des gens qu'on n'a pas choisis. Il faut défendre le vrai suffrage universel. Alors ça peut être une élection libre, une élection parmi des gens qui ne sont pas candidats. Chacun d'entre nous pourrait désigner autour de lui des gens qui lui semblent bien pour écrire une constitution et qui ne sont pas des hommes politiques, qui ne sont pas des hommes médiatiques, qui ne sont pas des hommes connus, qui sont des gens normaux, bien à leur regard. Et ces gens élus librement, parmi eux, on pourrait tirer au sort. Et ce serait donc pas n'importe qui, ce seraient des gens que nous avons librement considérés comme des gens bien. Je précise par rapport au tirage au sort parce que c'est vrai que c'est une idée qui peut paraître, à moi-même ça m'avait paru saugrenu la première fois que je l'avais entendu. Cela renvoie à tout votre travail de recherche et d'analyse de la démocratie athénienne, et donc je conseille aux internautes de tout simplement visionner toutes vos conférences, parce qu'il y a beaucoup de vos conférences qui sont publiques et qui sont accessibles gratuitement sur Internet. Voilà, donc Étienne Chouard, je vous remercie pour l'entretien. Jonathan, une dernière question? Il y a un site que vous devriez aller voir, parce que mon site, il suffit de taper Chouard sur Google pour y aller, mais il est énorme. Les gens m'écrivent souvent en me disant mais attends, on a le tournis, quoi, on arrive là-dedans, il y a trop de choses. Et il y a un militant qui l'a fait sans m'en parler, hein, et qui a vachement bien fait, qui a fait un truc incroyable. Il s'appelle Paul et il a fait un site qui résume l'essentiel. Et le site s'appelle le-message.org. C'est vachement bien ce qu'il a fait. C'est 0% de matière grasse, c'est tout léger. Il y a ce qui compte. Et puis il y a une approche progressive, c'est-à-dire que tu as 5 idées très brèves
qui s'enchaînent bien, correctement. Quand tu cliques sur une idée, tu as un paragraphe pas trop long qui développe le résumé de cette idée. Puis si tu veux en savoir plus, tu cliques sur rien, là tu en vois un peu plus, et puis ensuite tu vois des vidéos, et ça permet de rentrer progressivement dans l'essentiel. Donc c'est bien fait, le message.org. Le-message.org, c'est incroyable. C'est un virus qui a fait ça, quoi. C'est un gentil virus qui a imaginé une façon plus efficace de planter les graines. C'est malin. Je voudrais aller voir, c'est bien fait. Ah, c'était quoi votre question? C'était au niveau de l'échelle de la Constitution à écrire. Est-ce que vous la verriez plutôt au niveau national ou plutôt au niveau européen? C'était ça le sens de la question. Européen, c'est trop tôt. Peut-être que ça viendra, mais moi je verrais plutôt ça au niveau communal et une fédération de communes qui permettrait de... Et tant qu'on n'a pas la possibilité de s'organiser au niveau communal, je tiens absolument au niveau national. Je suis nationaliste tant qu'il n'y a pas de commune à la place, quoi. Je suis nationaliste, parce que si je perds la nation, je perds ce que Robespierre m'a donné comme outil pour résister à Monsanto. Donc je ne tiens pas à quitter la proie pour l'ombre. Je suis nationaliste faute de mieux parce que pour l'instant j'ai que ça pour me défendre. Et donc une constitution au niveau national, ça irait très bien, hein, comme en 1791. Hein, la constitution de 93, c'est une merveille. Hein. La constitution montagnarde, elle est belle. Hein. L'article 35 de la déclaration des droits de l'homme de 93, elle est belle. Hein. Mais bon, il faut comprendre que ces gens-là étaient purs. Ils étaient ce qui nous manque aujourd'hui. Et je pense que nous trouverions... Aujourd'hui, à l'époque, il y avait beaucoup d'analphabètes en France. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et aujourd'hui, on trouverait, je pense, facilement dans le corps social du pays, on trouverait facilement des gens valeureux, des gens bien, des gens pas du tout des professionnels de la politique, et qui nous écriraient une super... Peut-être pas parfaite, il y aurait des défauts, mais on s'en fout. Et ils nous écriraient une super constitution. Il faut arrêter de s'en remettre aux professionnels du droit constitutionnel qui sont au service de ceux qui les convoquent et qui sont les professionnels de la politique et qui en fait ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Les professionnels de la politique ont intérêt à l'impuissance du plus grand nombre. Alors on est fou de les laisser écrire la Constitution, mais c'est notre faute. Hein. J'ai cité tout à l'heure Einstein, mais j'aurais pu citer Robespierre. À qui devons-nous imputer tous ces mots? À nous-mêmes, dans son fameux discours. Jonathan, tu peux m'aider? C'est le discours... Celui du 27 juillet 1794. Je les connais pas assez bien pour les connaître par leur date. Hein. C'était son dernier discours à l'Assemblée. Avant qu'on lui casse la mâchoire pour qu'il puisse pas se défendre. Exactement. En espérant que ça Robespierre est une véritable référence. Il faut arrêter de lire ce qu'on dit de Robespierre. Il faut lire Robespierre dans le texte. C'est lumineux. C'est exemplaire. C'est très 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 intéressant. J'avais écrit un article sur lui qui s'appelait Robespierre, grand-père des 99%. Voilà, exactement. C'est un des grands bons hommes qui a vraiment défendu le peuple, quoi. Et qui a été haï, sali, calomnié pour ça. Qui a été assassiné pour ça. Un grand bonhomme, Robespierre. Oui, alors une des racines de la corruption réside dans l'argent-dette. On entend parler des monnaies parallèles, des monnaies alternatives. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est possible de mettre en œuvre ça de façon, je dirais, presque étatique? Non, c'est contradictoire. Les monnaies libres ou les monnaies parallèles, elles n'ont de sens que parce que nous n'avons pas de monnaie étatique, de monnaie publique. Nous avons une toute petite monnaie publique qui est moins de 10% de la monnaie et nous avons 90% de la monnaie qui est une monnaie privée, qui sont des monnaies privées scandaleuses. Et les monnaies parallèles, les monnaies libres sont un pis-aller, un formidable pis-aller, une solution de rechange tant que nous n'avons pas récupéré la monnaie publique. Elles sont un outil formidable pédagogique qui permet d'expliquer, et non pas d'expliquer, de prouver la puissance libératrice qu'il y a dans la monnaie. C'est-à-dire de montrer que quand nous reprenons le contrôle de la monnaie, nous faisons disparaître la misère et nous faisons apparaître la prospérité, l'autonomie. Donc les monnaies parallèles permettent de le montrer. Mais si vous les rendez publics, on sort de ce qui était un acte de résistance et on institutionnalise, mais on ne parle plus de monnaie parallèle, on parle de monnaie publique.
Je pense que la monnaie doit être publique, sous contrôle public. Mais c'est le prolongement de ce que montrent les monnaies parallèles. Les monnaies parallèles montrent que c'est ça dont nous avons besoin. Nous sommes la proie, véritablement la proie. Nous sommes les travailleurs forcés de ceux qui ont volé la création monétaire à la puissance publique. Mais c'est pas une fatalité. Le jour où et c'est indissociable. Ça n'arrivera pas tant que nous récupérerons pas le contrôle de la Constitution. Donc c'est complètement lié. Hein. Mais le jour où nous récupérerons le contrôle du processus constituant, ce jour-là, nous récupérons aussi le contrôle des médias, le contrôle de la monnaie, le contrôle des juges. Tout se tient, mais à mon avis, il faut prendre le truc à la racine. Il faut prendre nos problèmes, qui sont infinis. Hein. Les injustices sociales, elles sont infinies, mais elles ont une racine commune, qui est notre impuissance politique et qui ne tombe pas du ciel, qui est programmée dans un texte dont nous nous foutons. Je suggère que nous arrêtions de nous en foutre et que nous parlions entre nous pour nous dire voilà où est la racine, voilà ce qu'il faut couper. Et ça, c'est suffisamment simple pour réunir des gens de droite et de gauche et du centre et qu'on arrête de se disperser et de s'engueuler sur des détails qui ne sont que des conséquences. Concentrons-nous sur l'essentiel. On veut un processus constituant désintéressé. Tout le reste suivra, y compris la monnaie. Merci beaucoup pour cet entretien.